Allez, dans quelques instants, on se retrouve pour la suite de ce LCI direct. On partira retrouver nos équipes sur le terrain dans le détroit d'Ormuz. Vous allez voir que ça va se compliquer très sérieusement. Donald Trump s'en lave les mains, ce n'est pas son problème, c'est le nôtre. Alors, va-t-il partir? Difficile de suivre le président américain dans ses propos. On va essayer de comprendre ce qu'il devrait faire d'ici 15 jours, 3 semaines. Partir, frapper, personne ne le sait. En attendant, il y a une chose que l'on sait, c'est que c'est Sylvia Micone qui arrive, qui prend l'antenne pour le journal. Merci Christophe et bonjour à tous. Pas d'annonce tonitruante donc la nuit dernière pour cette allocution de Donald Trump. Il n'a pas parlé d'opération terrestre en Iran, ni d'un éventuel départ de l'OTAN, mais il a en revanche promis de frapper extrêmement durement l'Iran durant encore 2 à 3 semaines. L'Iran a aussitôt répliqué en promettant des attaques dévastatrices. Écoutez Donald Trump qui relativise la durée de cette guerre. Nous avons toutes les cartes. Eux n'en ont aucune. Il est très important que nous mettions ce conflit en perspective. L'implication américaine dans la Première Guerre mondiale a duré 1 an. La Seconde Guerre mondiale a duré 3 ans, 8 mois et 25 jours. La guerre de Corée a duré 3 ans, 1 mois et 2 jours. La guerre du Vietnam a duré 19 ans, 5 mois et 20 jours. L'Irak a duré 8 ans, 8 mois et 28 jours. Nous sommes dans cette opération militaire si puissante, si brillante, contre l'un des pays les plus puissants depuis 32 jours. Donald Trump qui s'en est de nouveau pris à Emmanuel Macron avec des attaques personnelles sur son couple. Le chef de l'État lui a répondu depuis la Corée du Sud où il poursuit son voyage en parlant de propos ni élégants ni à la hauteur. Le président français s'est également exprimé sur les dernières déclarations du président américain sur l'Iran. Retrouvons Bastien Auger et Thibaut Bruck sur place pour LCI. La réplique était sèche, pour ne pas dire glaciale, attaquée par Donald Trump sur sa vie de couple. Emmanuel Macron a répondu tout à l'heure que ce n'est, je cite, ni élégant ni à la hauteur. Ça ne mérite pas de réponse. Fin de citation. Alors des réponses, il en a quand même adressées aux différents propos du président américain. Et là aussi, pas toujours très chaleureuses. Par exemple, quand Donald Trump menace une nouvelle fois de sortir de l'OTAN, Emmanuel Macron répond ceci. Ça parle trop. Et ça va trop dans tous les sens. Voilà. Et donc, je pense que le monde a besoin de stabilité. Je pense qu'on a tous besoin de stabilité, de calme, de retour à la paix. Et ça n'est pas un spectacle. Le président français a jugé irréaliste l'idée d'aller débloquer par la force le détroit d'Ormuz. Et puis, plus généralement, il a pris une nouvelle fois ses distances avec la guerre menée par les États-Unis et Israël en Iran, appelant à préparer d'ores et déjà un cadre négocié pour l'après-guerre. Dans l'actualité également, l'eurodéputée LFI Rima Hassan est en garde à vue. Elle est auditionnée pour un poste dont les propos pourraient relever de l'apologie du terrorisme. Une enquête a été ouverte par le pôle de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris. Dans ce poste, elle fait référence à un terroriste japonais responsable de la mort de 26 personnes en Israël. Réaction de Jean-Luc Mélenchon cet après-midi. La police politique a convoqué une fois de plus Rima Hassan en garde à vue. Il n'y a donc plus d'immunité parlementaire en France, insupportable, explique-t-il. Enfin, on apprend aussi que des stupéfiants en faible quantité ont été retrouvés dans le sac de Rima Hassan en garde à vue. Des faits de consommation personnelle de stupéfiants ont été ajoutés au motif de sa garde à vue selon des sources proches à TF1 LCI. On prend à présent des nouvelles de la mission Artemis 2 qui se poursuit. Les 4 astronautes se sont donc envolés hier pour 10 jours autour de la Lune sans aucune difficulté. C'est la première fois depuis 54 ans. Nous partons pour l'humanité tout entière, a déclaré l'un d'entre eux. La prochaine grande étape, c'est ce soir lorsqu'ils prendront la direction de la Lune, dont ils feront le tour lundi sans se poser. On va écouter Thomas Pesquet sur l'importance de cette mission.
Cette étape vers la Lune, elle va nous servir après-demain à aller vers Mars. Et vers Mars, on apprendra encore plus. Là, la science qu'on va essayer de faire, la recherche qu'on va essayer de faire, c'est vraiment essayer de retrouver les origines de la Terre et puis de ce qui pourrait nous arriver dans le futur. Est-ce que la Terre peut perdre son atmosphère? Est-ce que la Terre peut perdre son eau liquide? C'est à toutes ces questions-là, en fait, quand on va dans l'espace, qu'il faut vraiment comprendre, c'est pas juste pour des élucubrations, c'est vraiment pour répondre à des questions qui nous intéressent, nous. C'est vraiment la place de l'humain dans l'univers qu'on essaie un peu de déterminer, d'où tout ça est parti, où est-ce que tout ça va aller, c'est quand même des questions importantes. C'est l'un des rendez-vous incontournables de la photo. Les 57e rencontres d'Arles se tiendront du 6 juillet au 4 octobre avec cette ambition, relire la complexité du monde actuel en 40 expositions. Voici l'affiche officielle de cette édition révélée aujourd'hui, la photographie qui fête ses 200 ans cette année. Voilà pour l'essentiel. LCI Direct se poursuit. C'est avec vous, Christophe. Merci beaucoup, Sylvia. On va retrouver dans quelques instants Marianne Kotonoff et Marine Truchot. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être là. Vous êtes à Doha, au Qatar. On verra la position, ce que pensent les pays du Golfe d'un possible désengagement des Américains. Et si on parle de ça, c'est tout simplement qu'il y a un sujet où il est un autre sujet bien difficile de suivre le président américain dans cette guerre. Quid du détroit d'Ormuz? Quelle position? Y a-t-il seulement une position de l'administration américaine, frapper ou laisser tomber, alors que les pressions et les chantages de l'Iran de paralyser chaque jour un peu plus une partie du commerce mondial, à commencer par le pétrole? Dernière version en date du président américain, c'était cette nuit, et juste après, on repart au Qatar, à Doha. Ce sont les pays qui reçoivent du pétrole par le détroit d'Ormuz qui doivent s'en occuper. Ils peuvent le faire facilement et nous pouvons aider. Marianne Kotonoff, merci beaucoup. Marine Truchot d'être là pour nous. Marianne, est-ce que les pays du Golfe redoutent un désengagement des Américains ? Oui, évidemment, parce qu'en fait, ce qui se passe ici, c'est que la position n'est pas très claire non plus. C'est-à-dire que vous avez certains pays du Golfe qui sont prêts à s'engager militairement, plus ou moins, en tout cas en déminant, en apportant un soutien logistique. Et puis vous avez ceux qui, évidemment, veulent absolument que Donald Trump continue, parce que ce voisin, il a toujours été embêtant, l'Iran. C'est un voisin qui est à la fois gênant, à la fois encombrant, mais jusqu'ici, il y avait une cohabitation qui se passait plus ou moins bien. Mais là, ils ont vu que ce voisin pouvait non seulement les frapper, mais aussi bloquer tout le système économique des pays du Golfe en bloquant le détroit d'Ormuz. Et puis, ils ont peur aussi de ce désengagement parce que si Donald Trump ne finit pas le job, qu'est-ce qui va se passer avec ce détroit d'Ormuz qui, pour eux, évidemment, est essentiel pour exporter toute leur matière énergétique, mais également pour importer les denrées alimentaires et pour tout le trafic maritime. Il va se passer que l'Iran peut continuer à en faire un objet de chantage, à mettre des droits de douane sur ce détroit d'Ormuz. Et ça, les pays du Golfe, évidemment, ont très peur de ça. Et puis, ils se disent aussi qu'il vaut mieux affaiblir l'Iran maintenant qu'on en a l'occasion, maintenant que le job a été commencé, et puis en finir avec ce voisin un peu encombrant, il faut bien le dire. Et donc, d'un autre côté, vous avez le Qatar, par exemple, qui lui dit il vaudrait peut-être mieux une désescalade, essayer d'apaiser les choses, essayer d'aller vers un cessez-le-feu. Donc, on a en fait les deux versions. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions officielles après le discours de Donald Trump hier, mais ce sont des petites musiques qu'on entend ici. Il est vrai qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, les États arabes unis, qui eux poussent plutôt pour s'engager et pour continuer à ce que Donald Trump aille au bout de cette guerre, ils ont reçu depuis le début de la guerre 2500 missiles. Ça fait beaucoup quand même. Donc là, pour les États arabes unis, oui, il faut continuer. Le Qatar, pour sa part, lui, serait plutôt d'accord d'une désescalade. Donc en fait, vous voyez, tous les États du Golfe ne sont pas unis, mais on sent bien cette inquiétude grandissante de qu'est-ce qui va se passer ensuite. Merci beaucoup, Marianne. Merci à Marine Truchot. C'est très intéressant parce que, quelles que soient les positions, et Marianne l'a bien retranscrit, en fait, ce qui fait peur, ce sont les Américains. L'Amérique de Donald Trump, le peu de fiabilité. On a écouté un premier Donald Trump sur « Je lâche l'affaire, c'est pas mon business, débrouillez-vous ». Il y en a eu un autre un peu plus tôt hier dans la journée et je voudrais qu'on l'écoute.
Le problème avec cette zone du détroit d'Ormuz, c'est qu'il suffit d'un seul terroriste armé d'une mitrailleuse quelque part pour que la situation ne soit pas totalement maîtrisée, vous voyez ? Alors qu'il s'en charge. Que la France s'en charge, elle importe beaucoup de pétrole via ce détroit. Que les pays européens s'en chargent. Laissons la Corée du Sud, qui n'est d'ailleurs pas d'une grande aide dans ce domaine. Vous savez, nous n'avons que 45 000 soldats en danger là-bas, juste à côté d'une force nucléaire. Laissons la Corée du Sud s'en charger. Laissons le Japon s'en charger. Ils tirent 90% de leur pétrole de ce détroit. Laissons la Chine s'en charger. Laissons-les tous s'en charger. Merci Magali Barthès de nous avoir rejoints. On avait besoin de vous pour nous décrypter cette position de Donald Trump. Dites, si on doit tous s'en charger, pourquoi s'accroche-t-il sur le détroit d'Ormuz à ce point, le président américain ? Il voit bien quand même que le blocage du détroit d'Ormuz fait monter les prix du pétrole mondiaux. Donc d'une manière ou d'une autre, de toute manière, son électorat et les Américains en sont victimes eux aussi. Le gallon qui passe à $4 hier, alors qu'il était à 3 il y a encore un mois, ça pèse aussi sur l'électorat de Donald Trump. Mais il est en train d'expliquer que de toute manière, tout ça n'est plus son problème. C'est pas vrai. Ça l'est en partie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il essaye manifestement aussi de faire un chantage aux alliés en disant si vous ne venez pas m'aider sur le détroit d'Ormuz, alors moi je viendrai pas vous aider en Ukraine. Ça c'est aussi l'un des chantages en cours manifestement de la Maison Blanche qui dit moi je peux aussi stopper toute l'aide américaine qui arrive, enfin qui est payée, voilà, par les j'allais dire, alliés est-ce qu'il nous aide européens. encore en Ukraine. Mais donc il y a tout ça qui est dans la balance. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que même des Marco Rubio disent mais attendez, si vous venez pas, si les pays de l'OTAN viennent pas nous aider aujourd'hui, mais alors en fait à quoi sert tout ça ? Il est en train en fait de chercher des boucs émissaires, Donald Trump, pour expliquer en effet le fait qu'il n'arrive pas à débloquer ce détroit d'Ormuz, en expliquant que finalement ce n'est pas sa faute, mais c'est la faute finalement de ses alliés qui eux viennent se fournir dans ce détroit et qui donc devraient y aller. Il y a une réunion, vous savez, à Londres en ce moment, en tous les cas en début d'après-midi, avec une quarantaine de pays. Une forme de coalition pour essayer de trouver une solution, mais négocier. Une sorte de coalition des volontaires, mais version détroit d'Ormuz en réalité, et une initiative franco-britannique. Mais les franco-britanniques, justement, les Français et les Britanniques disent attendez, nous c'est pas militairement qu'on y va. Et Emmanuel Macron l'a bien dit. Non, en fait, Ormuz ne sera débloqué qu'avec une solution politique, avec une solution diplomatique. Myriam, c'est quand même fort de café. C'est-à-dire qu'il arrive dans le magasin de porcelaine, il casse à peu près tout, et après il nous tend un tube de colle pour qu'on puisse reconstruire et tenter de réparer les dégâts. C'est exactement ça, et en plus il dit encore une fois une chose et son contraire. On a le Donald Trump du matin, celui de l'après-midi, celui du soir. On se demande si il est pas un peu schizophrène ou s'il est peut-être des sosies comme Saddam Hussein, que c'est jamais le même qui parle, parce que c'est vraiment une chose et son contraire. Et en même temps, on voit très bien qu'il est coincé, et effectivement il cherche des boucs émissaires, parce que il le dit très bien, y aller ce serait suicidaire, c'est compliqué, ce serait mieux que ce soit les autres qui y aillent et qui se cassent la figure, comme ça son opinion il la préserve encore, et là personne veut y aller, et c'est son piège en fait dans cette guerre, c'est le piège, le détroit d'Ormuz c'est le piège, c'est ce qui permet à l'Iran de mettre encore une fois la pression. Et du côté des pays du Golfe, si le Qatar opte plus, que disait votre correspondante, pour une négociation, c'est parce que justement c'est sans doute la seule voie de sortie, parce que personne n'ira, je pense, militairement au détroit d'Ormuz, c'est trop compliqué, ça serait désastreux. Donc la solution finalement la plus intéressante qui pourrait aboutir, c'est celle des négociations et des discussions. Le Qatar avait des relations avec l'Iran, de bonnes relations avec l'Iran avant la guerre. Il se remet encore en position de négociation, et évidemment il n'y a pas les mêmes intérêts entre le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats. Ils ne souffrent pas de la guerre de la même façon, mais cette voie du Qatar pourrait peut-être avancer, parce que effectivement pas d'autre solution à part la négociation pour sortir de ce bourbier. Colonel Goya, est-ce que Donald Trump ne se déballonne pas ? Je m'explique. Il était question de navires amphibies, de Marines. Il fallait débarquer. C'était l'armada. On prenait
l'île de Kerch, toutes les îles. Et puis là maintenant, dans son discours hier, pas un mot sur un débarquement. Pire que ça, le détroit d'Ormuz, c'est pas son problème, il s'en lave les mains et il refile le bébé à ses voisins. Oui, après avoir dit également que militairement, ça posait aucun problème pour les Américains. J'avais oublié celle-là. Oui, bien sûr. Alors que déjà dès le départ, il n'y avait aucun moyen militaire américain spécifique pour agir dans cette zone, ce qui montre bien que c'était pas du tout anticipé. Et donc on les fait venir parce qu'ils sont pas encore là. Hein, donc on fait venir des groupes d'assaut amphibies, on fait venir des Marines, on fait venir éventuellement de l'infanterie légère, des parachutistes, etc., qui pourraient éventuellement faire quelque chose dans le Golfe, mais ils sont pas encore là. Mais on n'avait pas prévu ça. Si vous voulez, d'un point de vue militaire, c'est un problème très compliqué en réalité, hein. C'est-à-dire que tout le long de la côte iranienne, vous avez ce qu'on appelle une poussière navale de vedettes rapides, de drones navals, de batteries de missiles, de sous-marins de poche, etc., qui font que si vous approchez de la côte, allez à quelques dizaines de kilomètres, vous entrez dans une zone de mort. Un navire qui s'approche trop de la côte, il est mort. Vous en éloignez, la zone devient un peu dangereuse. Dans cette zone dangereuse, éventuellement, vous pouvez escorter les navires. Là, vous pouvez mettre des frégates qui vont faire barrage un peu de leur corps devant les pétroliers avec des hélicoptères, des drones. On n'en a pas tant que ça quand même. Hein, oui, non, aller les ça, sacrifier. Ça, à la limite, on peut faire. Au passage, les Américains, ils ont quasiment détruit tous les moyens qui servaient à faire ça, hein, parce que c'est plus du tout dans leur truc. Hein. Ils ont mis à la casse les chasseurs de mines, les frégates, ils en ont plus beaucoup, des escorteurs. Ah, on redécouvre la guerre à l'ancienne. Hein, on l'avait découverte pendant l'Ukraine, mais bon. Et donc le problème, c'est qu'effectivement, le golfe Persique, il fait 200 km de large en moyenne. Bon, ok, quand vous êtes relativement loin des côtes, vous pouvez escorter à peu près les navires. Mais quand vous approchez dans le détroit d'Ormuz, on voit la carte, toutes ces petites îles, c'est des bastions, la plupart en tout cas. Kesh, c'est gigantesque, c'est un énorme bastion militaire. L'Arak, vous avez un bataillon de Pasdaran qui est là, qui surveille toute la zone, qui peut tirer sur tous les kilomètres. Abu Musab, c'est pareil. Donc ça, vous rentrez forcément, mécaniquement, dans une zone de mort. Et là, c'est compliqué. La seule moyen de s'en sortir, c'est à plus long terme, vous cassez toute cette poussière navale, donc vous faites la chasse, vous traquez, donc là vous envoyez des Hadis, des hélicoptères d'attaque pendant des semaines et des semaines, et vous essayez de casser et d'affaiblir toute cette force. Soit, c'est pas incompatible, vous allez occuper. Il faut s'emparer de ces villes et les tenir. Et là, il faut des Marines. Il faut il faut se battre. Alors, petit aparté quand même, colonel, parce qu'on en a parlé. Les Américains, pour l'instant, qui les ont. On en a parlé tous les deux, l'île de Kerch justement, et on faisait ce parallèle ensemble sur la conquête, chère conquête par les Américains des îles du Pacifique face aux Japonais. Eh bien, l'île de Kerch, qui paraît un tout petit point quand même, c'est l'équivalent de l'île d'Okinawa. À l'époque, on est bien d'accord sur le bilan, il y avait eu 10 000 Marines. 10 000 Marines tués, 4 000 marins tués sur les navires à côté, voilà. À proximité. Plus des blessés, bien évidemment, sans compter les disparus. C'est impossible. C'est pour ça que Trump essaye de, comme le disait Magali, nous redonner la responsabilité à nous de gérer, et quelque part, lui, il en tirera peut-être les lauriers. Alors il y a une hypothèse, parce qu'il a beaucoup communiqué quand même sur une opération militaire terrestre dans ce détroit d'Ormuz, sans en donner les détails, mais enfin on a bien vu quand même que les Iraniens avaient compris qu'il y avait une menace d'incursion des États-Unis sur cette zone, et donc ça peut être de l'intox, de l'enfumage, pour dire on refile le bébé, pardonnez-moi l'expression, aux Européens, aux autres Occidentaux, dont on sait pertinemment qu'ils n'iront pas. Et en attendant, les renforts arrivent, et quand la cavalerie sera là, eh bien, on pourra passer à l'action en surprenant relativement les Iraniens, qui ne sont quand même pas nés de la dernière pluie, et qui sont naturellement en état d'alerte sur ce périmètre. C'est une hypothèse. Pour le reste, c'est vrai que les Américains prendraient un risque énorme, mais ils ne croient certainement pas à la possibilité que les Européens, même s'il y a une nouvelle coalition des volontaires, puissent prendre la responsabilité de s'installer dans ce détroit et d'en contrôler les accès. Alors restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants. On repartira à l'âge de pierre. Selon le président Donald Trump, bien évidemment, il s'agit de qualifier ce qu'est l'Iran, ce qu'il veut pour Téhéran. Alors le problème pour le président américain, c'est qu'il y a le régime, bien évidemment, mais il y a les Iraniens. Et vous le verrez, ça n'a pas du tout plu au peuple iranien, qui pourtant n'en peut plus de ce régime, que de se faire hier insulter lors de ce discours.
Témoigne de la peur de la guerre civile, du retour de la guerre civile au Liban. Beaucoup craignent que le pays ne soit complètement déstabilisé parce que beaucoup de populations chiites quittent les zones bombardées, viennent dans des zones non chiites, que ça déséquilibre, ça crée des tensions. Un village chrétien aussi dans le sud qui se retrouve, l'armée a quitté les lieux, l'armée libanaise, ils se retrouvent au milieu des combats entre les Hezbollah et l'armée israélienne. Ils veulent s'armer eux aussi pour pouvoir se protéger. Donc en fait, en dehors de la guerre de manière globale, il y a les pays aussi qui sont déstabilisés. C'est la même chose en Irak, c'est très déstabilisé aussi politiquement. Donc on voit très bien que le Moyen-Orient est très très fragilisé en ce moment. Et notre discussion, Magali, est partie d'une déclaration du secrétaire général de l'ONU qui craint fortement à une contagion de cette guerre. Oui, Antonio Guterres qui dit « Nous sommes au bord d'une guerre plus étendue qui engloutirait le Moyen-Orient avec des impacts dramatiques à travers la planète. » Voilà. Et puis, c'est pas fini. Vous en voulez encore un peu? Nous partons vers l'âge de pierre. En tout cas, voilà la promesse faite par Donald Trump, c'était cette nuit, à l'Iran, même s'il est compliqué de suivre le fonctionnement et le raisonnement du président américain. Il peut se transformer en négociateur ou alors en chef de guerre impitoyable, promettant le pire à son ennemi. Et c'est ce qui s'est passé. On va l'écouter. Grâce au progrès que nous avons fait, je peux dire que nous sommes sur le bon chemin. Nous allons atteindre nos objectifs très rapidement. Nous allons continuer à les frapper très durement pendant encore 2 à 3 semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre. L'âge de pierre, gardez bien ces mots. Merci Sonia Dridi d'être avec nous, notre correspondante aux États-Unis. Bonjour. Est-ce que Sonia, le président, pas loin, parce que je rappelle à nos téléspectateurs que derrière vous, il y a un lieu sacré, la Maison Blanche. Est-ce que le président américain prend ses désirs pour des réalités ou alors est-ce qu'il y a urgence et il parle à son électorat ? Oui, c'était un discours avant tout pour rassurer son électorat. D'ailleurs, un discours que beaucoup d'électeurs auraient préféré entendre au début de cette intervention en Iran. Des électeurs qui sont de plus en plus inquiets avec le prix de l'essence qui a explosé. Un discours également pour rappeler ses objectifs, alors qu'il y a beaucoup de critiques, notamment dans l'opposition, sur des objectifs qui n'ont cessé d'évoluer et qui n'étaient pas très clairs depuis le début. Et puis également un discours pour demander plus de temps aux Américains. Il leur a dit que cette guerre devrait être terminée dans les 2 à 3 prochaines semaines. Donc cela dépasserait un petit peu le calendrier des 4 à 6 semaines qu'il avait indiqué au départ. Un Donald Trump qui a très peu parlé des négociations, des discussions en cours avec les Iraniens, alors qu'il assurait ces derniers jours que ces négociations se déroulaient très bien. Il a plutôt indiqué une escalade en disant que les États-Unis allaient frapper très durement dans les prochaines semaines. Alors avec les forces qui ont été déployées dans la région et le peu de temps qui lui reste s'il tient son calendrier. On parle beaucoup ici plutôt de possibles opérations commando, que ce soit pour prendre le contrôle de l'île de Karg ou alors tenter de saisir l'uranium enrichi en Iran. Hier, le Washington Post confirmait que, à la demande de Donald Trump, le Pentagone lui avait proposé un plan pour saisir cet uranium, une opération qui serait extrêmement risquée. En tout cas, on sent un Donald Trump qui veut trouver une porte de sortie, mais qui aimerait avant cela un dernier coup d'éclat. Un Donald Trump qui a aussi étudié encore ses options, qui semble hésiter. Un ancien responsable américain déclarait que cette administration avait un plan pour la première semaine de la guerre, mais que depuis, il y avait beaucoup d'improvisation. Merci beaucoup Sonia pour ces précieuses précisions. Actualité oblige, on en parlait ensemble il y a quelques instants, vous savez ce groupe, cette coalition qui s'est réunie en visio, mais tout est parti de Londres. Keir Starmer, le Premier ministre, il s'agissait d'essayer ou de tenter de contourner Donald Trump sur le difficile dossier du détroit d'Ormuz, et ça tombe bien puisque cette nuit là aussi le président américain nous a clairement dit qu'il fallait qu'on se débrouille pour rester poli, parce que lui, ce n'était plus son problème. Élise Stern, cette réunion est terminée. Est-ce qu'il y a eu consensus? Est-ce qu'il y a un autre procédé pour débloquer le détroit que la guerre, les frappes et les États-Unis?
Eh bien, en fait, le consensus principal, c'est surtout que les Européens, les Britanniques et les alliés qui se retrouvaient, plus de 30 pays à cette réunion, dont beaucoup de participants en visioconférence, le consensus, c'est qu'ils ne veulent pas avoir recours à la force. Ils ne veulent pas employer des moyens militaires. Ils ne veulent pas suivre les États-Unis sur ce terrain-là. Alors, ils cherchent une option diplomatique et il n'y a pas de grosses révélations. Ça va être compliqué pour les Européens et les Britanniques ainsi que d'autres partenaires asiatiques qui se joignaient à ces conversations. En fait, ils essayent surtout de se positionner sur l'après-guerre puisqu'ils attendent en fait que la guerre soit terminée par Donald Trump pour ensuite intervenir. Alors, il voudrait organiser une conférence après pour stabiliser la région, mais on sent qu'ils ont pour le moment ce gros problème, c'est que sans option militaire, il paraît difficile de savoir quelles pistes vont pouvoir être employées. Donc, pour l'instant, il y a plus un consensus sur de l'inaction militaire qu'un consensus sur une autre forme d'action. Merci beaucoup, Élise Stern. Il n'a pas tort, Donald Trump. On vient d'écouter Élise. En fait, on n'est pas capable de grand-chose. Non, mais il n'y a qu'une solution diplomatique, en effet, on le disait tout à l'heure, qui puisse débloquer les choses. Alors, la France va essayer de jouer un rôle, manifestement. Vous avez quand même Emmanuel Macron qui est en visite dans les pays asiatiques qui sont les premiers concernés par ce... Durement touchés, notamment à cause des hydrocarbures. Où il était, là il est en Corée du Sud. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une volonté d'une initiative franco-britannique. La France, en plus, a quand même une ligne qui est ouverte. Enfin, Emmanuel Macron a eu Pezeshkian, le président iranien, au téléphone à 2 reprises, je crois. Et l'Iran a dit que la France ne faisait pas partie des pays belligérants, en tout cas. En tous les cas, le message, vraiment, c'est pas notre guerre, c'est sûr. Après, il y a eu une initiative quand même lors de cette réunion. C'est une initiative italienne d'essayer, portée par le ministre des Affaires étrangères Tajani, d'essayer de créer un corridor humanitaire pour les engrais. Juste pour les engrais, pour éviter une crise humanitaire en Afrique notamment. Donc essayer de rétablir juste la circulation pour ça. Ça fait un peu penser au corridor de la mer Noire pour sortir les céréales d'Ukraine. Donc un peu sur ce modèle-là, voilà une proposition en tous les cas portée par l'Italie. Alors les Américains, avec ou sans, c'est la question aussi que se posent les Israéliens. Je voudrais qu'on retrouve Gwendoline de Bono et Vincent Wartner à Tel Aviv. Merci beaucoup à tous les deux. Gwendoline, alors qu'Israël, en cette journée de fête, a été de nouveau frappé par des missiles iraniens, est-ce que les Israéliens redoutent de se retrouver seuls, engagés sur plusieurs fronts? Ils sont nombreux parce que les États-Unis de Donald Trump auraient décidé, au bout de 15 jours ou 3 semaines, d'arrêter de participer à cette guerre. Alors, il y a une petite différence entre la population et l'appareil sécuritaire israélien. Pour l'appareil sécuritaire israélien, les estimations de durée de cette guerre sont même plus hautes que celles de Donald Trump. Ici, on parle d'1 mois. Mais malgré les déclarations du président américain, il y a la conviction en Israël que les États-Unis restent alignés sur les objectifs israéliens en Iran, à savoir l'arrêt de l'enrichissement de l'uranium, la sortie de l'uranium hautement enrichi du pays, l'arrêt du programme balistique et du financement des proxys. Par ailleurs, il est improbable, je cite, que les États-Unis laissent le détroit d'Ormuz à la merci des Iraniens. Voilà ce que nous dit une source sécuritaire. Bref, ici, l'appareil sécuritaire croit assez peu dans le discours de Donald Trump. Voilà ce que nous dit une autre source. Nous nous attachons plus à regarder les mouvements militaires que les discours publics et plusieurs milliers de soldats américains sont actuellement déployés dans la région quand d'autres sont en route. Merci beaucoup, Gwendoline. Merci à Vincent Wartner qui vous accompagne. C'est très intéressant. Et qui croire, Colonel Goya? Les Américains, les Israéliens? Est-ce que Israël a raison d'y croire? Le partenaire n'est pas très fiable. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça pose effectivement une énorme question. Qu'est-ce qui se passe si ou quand
Donald Trump va jeter l'éponge. Qu'est-ce qui, côté israélien, est-ce qu'on va continuer? Les Israéliens qui ont été quand même déjà frustrés d'avoir été interrompus dans la guerre de juin 2025, il faut quand même le rappeler. La guerre des 12 jours contre le nucléaire iranien. Et rétrospectivement, on peut se dire qu'il aurait peut-être effectivement mieux valu laisser les Israéliens continuer. Au moins, toute la région n'aurait pas été impactée comme elle a été par cette guerre, la guerre actuelle, pour finalement aboutir sensiblement au même résultat que ce qu'on voit actuellement. Donc, il aurait mieux valu. Donc oui, il y a une première question. Oui, les Israéliens, est-ce qu'ils vont s'arrêter comme ça au milieu du gué, parce que pour eux, la guerre n'est pas finie. Eux, ils ont des objectifs qui sont beaucoup plus... ils veulent aller beaucoup plus loin. Leur objectif final, c'est pas forcément tondre le gazon. Effectivement, affaiblir cette menace militaire, c'est la détruire totalement. Avoir une vraie paix. Et donc, pour eux, ça passe par un changement de régime. Donc, est-ce qu'ils vont accepter... Avec de nombreux fronts. Oui, bien sûr. Alors, mais justement, eux, ça fait maintenant, ça fait depuis 2023 qu'ils sont engagés en guerre, donc ils ont intention d'aller jusqu'au bout, d'en finir. Mais ils ont besoin des moyens des Américains. Et ils ont besoin, et effectivement, le problème, c'est qu'on sait que les hangars commencent à être vides, ou les stocks commencent à être impactés par cette guerre. Enfin, c'est long, c'est une guerre qui commence à être, qui use considérablement Israël, qui use considérablement son armée, qui est toujours aussi efficace, toujours aussi puissante, mais qui commence un peu à tirer la langue et qui a besoin aussi d'être soutenue par les États-Unis. Donc, oui, si les Américains continuent à soutenir, appuyer Israël, peut-être vont-ils continuer cette guerre ou pas. Ça, on en sait, pour l'instant, on sait pas grand-chose. Ce qui est assez extraordinaire, ça fait plus de 2 heures que nous passons ensemble et qu'on a toujours autant de doutes concernant l'Amérique de Donald Trump et qu'on n'est pas les seuls à partager ces doutes. On se dit à demain à la même heure. C'est un plaisir que de prendre l'antenne et de la partager à vos côtés. Amélie Carouet reprend le flambeau. C'est le grand dossier. À demain, 14h30.